Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Yaoundé. Welcome to Afrique Media Press Club. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est le club de la presse qui commence sur Afrique Media, la télévision panafricaine, d'où que vous soyez à travers le monde. Bienvenue sur ce plateau. Nous parlons politique, nous parlons sport, économie et tout ce qui se passe au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Nous sommes encore là ce week-end pour revenir sur l'actualité de la semaine. Et bien sûr, on va donc parler de deux grands thèmes qui nous intéressent dans le cadre de cette émission. C'est pratiquement terminé pour le processus électoral concernant donc les législatives et municipales du 30 septembre au Cameroun. Tous les résultats sont donc connus, que ce soit pour les municipales avec 305 communes pour le RDPC et pour les législatives 148 députés sur les 180. Voilà le verdict final. On parle donc de tous ces résultats dans le courant de cette édition du Club de la presse. Et vous le savez également, Paul Biya et Madame Chantal Biya, reçus par le pape François. Cela se passe bien sûr au Vatican. Quelles peuvent être les implications de cette visite présidentielle en terre papale? La question est également sur la table du Club de la presse, édition de ce samedi. Mesdames, Messieurs, vous le savez, vous êtes tous les bienvenus et nous serons très heureux d'avoir vos messages qui seront signés à partir des numéros de téléphone qui vont bientôt s'afficher au bas de votre petit écran. Mais qui va animer cette émission? C'est la grande question que vous devriez me poser, mais je vous donne tout de suite et maintenant la réponse, puisque je m'en vais vous présenter ceux qui vont animer cette émission avec nous. Ils sont déjà sur ce plateau, ils sont de toutes les nationalités, ils sont camerounais, africains et même asiatiques. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Je vais donc commencer par vous introduire Aimé Cyprien Olinga, qui est à l'extrême gauche de ce plateau. Il est tout simplement guide du Front démocratique révolutionnaire du Cameroun. C'est un parti politique qui s'appelle le FDR. Bonsoir monsieur et bienvenue sur le plateau du Club de la presse. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Voilà, tout à côté de vous, il y a donc Jules Bertin Fongan. C'est l'un des partis politiques qui a pu tirer son épingle du jeu à l'issue donc du double scrutin du 30 septembre dernier. C'est bien le parti qui s'appelle l'UFP et qui a pour président Olivier Billet. Mais lui, il est sur ce plateau en tant que vice-président de cette formation politique, mais surtout directeur de campagne de l'UFP pendant ce double scrutin qui vient de se passer au Cameroun. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous les téléspectateurs de Afrique Média à qui je transmets toutes les salutations de l'Union pour la fraternité et la prospérité. Voilà, vous êtes donc tout simplement les bienvenus sur le plateau. Je passe maintenant d'abord à mon extrême droite pour vous introduire Georges Gilbert Banoula, qu'on ne présente pratiquement plus sur ce plateau car il fait partie des institutions, des meubles même de cette émission. Bonsoir messieurs et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Voilà, le quatrième invité, il est de nationalité chinoise, mais c'est un Camerounais. Vous savez, au Cameroun, on est accueillant. On accueille donc ce soir M. Yu Guoyang, qui est le directeur de l'Institut Confucius de l'Université de Yaoundé 2. C'est au Cameroun. Good afternoon, sir, and welcome to this program. Good afternoon. So, television viewers of Cameroonian media. I'm very happy to be invited to attend the program. We are very glad to receive you this afternoon. I will first know what is Institute for Confucius. What are you doing in Cameroon? So it's an educational institution at the University of Yaoundé 2, co-established by the University of Yaoundé 2 and the Zhejiang University in China. So it was co-established by the universities of two sides. So we are going to offering teaching assistance to instructions to the Cameroonians to learn, who are interested to learn Chinese, and those who are interested to study in China. So I think we are trying our best to offer the chances and opportunities to those young Cameroonians. How long is this institute functioning in Cameroon? So Confucius Institute was co-founded in the year 2007 when former President Hu Jintao came to Cameroon for a state visit. But the Confucius Institute, the president of the Confucius Institute dated back to the 1996. So it was called the Chinese Language Teaching Center, situated in Ilik.
the international, the Institute of International Relations. So Okay. where we are. Thank you, sir, for coming. Thank you. Mesdames, Messieurs, donc on va revenir à cet invité tout à fait spécial dans cette émission parce qu'on va parler de la coopération entre la Chine et le Cameroun à travers donc l'Institut Confucius qui est installé au niveau de l'Université de Yaoundé 1. Mais avant que d'aller plus loin dans cette émission, j'espère qu'on a pu avoir la revue de presse pour cette émission parce que là, avant que de passer dans le vif du sujet, à savoir les législatives et municipales du 30 septembre avec le résultat qui est connu, il y a eu toute une session pour la proclamation des résultats au niveau de la Cour suprême. C'était donc tout récemment au Cameroun. Mais avant que d'aller plus loin, que ce que les journaux ont dit dans la semaine au Cameroun, je pense que la revue est prête, si je m'en tiens, aux signaux qui nous viennent donc de la régie. Voici la revue de presse de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique Média, c'est la revue de la presse hebdomadaire qui commence. Les élus de la Chambre basse de l'Assemblée nationale sont désormais connus. Avec le soir du vendredi 18 octobre 2013, retrouvez l'intégralité des résultats des élections législatives du 30 septembre proclamées par la Cour suprême. En gros, le journal annonce que cette partie politique vont désormais cohabiter à la Chambre des députés et sur les 180 sièges à pouvoir, le RDPC sort vainqueur avec 148 sièges, même s'il dispose de 5 sièges en moins par rapport à la dernière législature. Le SDF passe de 16 à 18 députés, suivi de l'UNDP 5 sièges, l'UDC conserve ses 4 sièges du non-centre avec la conquête des 3 sièges d'Union Ekele, l'UPC fait son combat au Parlement et le mouvement démocratique pour la défense de la République qui revient avec le siège glané dans le maillot d'Anaï. Annonce également le MRC qui remporte un siège. L'autre fait marquant serait la montée en puissance des femmes de 25 à la dernière législature. Elle passe à 56 titulaires. Le journal voit en cela le résultat de l'application stricte par les différentes instances intervenant dans le processus électoral. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 151 de la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21 avril 2012 sur la prise en compte du genre dans la constitution des listes. Des résultats qui interviennent après que la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, ce soit selon le quotidien Le Jour du mercredi 16 octobre, fondé sur un article désuet pour faire annuler les recours institués par les différents partis politiques en cause. Il s'agit de l'article 49 de la loi numéro 2004-004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Une loi adoptée dans un contexte particulier alors que les élections étaient organisées à l'époque par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le confrère Chris Bissoué qui signe l'article à la page 3 revient en intégralité sur le contenu et les contours de cette disposition. Restons dans la mouvance électorale pour évoquer les désignations des maires dans les différentes circonscriptions administratives. Dans ce numéro du quotidien Le Jour qui annonçait l'élection des élus municipaux pour le mercredi 16, les choses ne semblaient pas acquises pour les maires sortants, presque tous candidats à leur succession. Dans son numéro du jeudi 17 octobre, Le Jour annonçait à sa une que les candidats pour la gestion des municipalités se déchirent dans le RDPC. Ainsi, de vives tensions ont accompagné la désignation des exécutifs dans diverses communes. Toutefois, dans Cameroun Tribune du vendredi 18 octobre, les noms des maires sont disponibles, même si dans certaines circonscriptions, le vote reste à faire. Sans transition, nous évoquons l'actualité économique avec le quotidien de l'économie du mercredi 16 octobre qui annonçait dans la filière des huiles végétales un certain malaise. En effet, les opérateurs ont déposé un mémorandum auprès du Premier ministre pour dénoncer le projet d'importation d'huile végétale en valeur transactionnelle. Indexée dans l'affaire, la directrice des douanes explique cette intention par la contrebande qui domine le marché. Et dans le même numéro, nous évoquons le port en eau profonde de Kribi qui sera ouvert en juin 2014. Et d'après le comité de pilotage, le calendrier des travaux est bien respecté.
Dans son édition du 17 octobre, le quotidien de l'économie fait état d'une situation plutôt inhabituelle dans la ville de Douala, l'utilisation des pavés à la place du bitume dans la construction des routes. Un expert explique que les pavés seraient moins coûteux et plus durables. Plus d'explications dans cette édition et nous enchaînons avec le social. L'hebdomadaire L'Épervier nous annonce que ça chauffe du côté de la prison centrale de Konengi, avec 2 nouvelles grossesses enregistrées au quartier féminin après l'accouchement des 2 autres détenus, avec le sida et l'homosexualité qui font rage. Le séjour dans les géoles de Konengi ne serait pas le tout repos. Les informations font état de l'existence d'un réseau de prostitution entretenu par les responsables de la prison. Les détails avec l'Épervier qui annonce également une grève générale du côté de Memveleux où des employés, en majorité camerounais, réclament des meilleures conditions de travail à leur employeur, M. Lanchon, responsable de China Hydro, société en charge de la construction du barrage. Reclassement, paiement de la quinzaine, mais aussi prime et prise en charge des victimes des accidents de travail, voilà autant de réclamations émises par ces employés qui sont lancés dans une grève illimitée depuis l'accident survenu en milieu de semaine, accident au cours duquel un des leurs aurait eu les côtes fracturées et n'aurait pas reçu les soins appropriés. Restons sous fond de réclamation avec investigation où Géocoton demande la fin de poursuite contre Iya Mohamed. Acharnement politique ou véritable volonté de redresser les mœurs, le procès contre Iya Mohamed, ancien directeur général de la Sodécoton et ancien président de la FECAFOOT, suscite de nombreuses interprétations. Dans ce numéro, Investigation présente tous les faits et vous lire en intégralité la lettre que le pensionnaire de la prison centrale de Konengi a adressée au chef de l'État. Avec Génération Libre, vous saurez tout sur la position du Cameroun après le match nul Liège contre la Tunisie. Un résultat jugé préjudiciable pour le Cameroun par le journal. Et l'hebdomadaire annonce pour le 17 novembre prochain au stade Omnisport de Yaoundé le match retour contre la Tunisie. Un match que les Lions indomptables devront à tout prix gagner pour s'assurer une place au Mondial 2014 qui se jouera au Brésil. À l'international, Génération Libre fait état du retrait massif des États africains de la Cour pénale internationale. Depuis sa création en juillet 2012, sous l'impulsion de l'ONU, cette institution internationale qui vise la réduction de l'impunité des individus ne s'attaque qu'aux Africains. Une situation jugée injuste et humiliante pour les Africains. Et les chefs d'État, lors du 17e sommet de l'Union africaine en juin 2012, ont exigé leur retrait de cette institution, à l'instar de la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique et l'Inde, qui ne sont pas membres de la CPI. Nous restons à l'international pour décrypter avec Cameroun Tribune du vendredi 18 octobre la visite du chef de l'État Paul Biya au pape François Ier. Selon le journal, l'entretien entre ces 2 personnalités est le ton fort de cette visite officielle. Alors qu'un autre désistement après celui du désormais archevêque émérite Tony Bakot soit survenu au diocèse de Bafoussam, il sera certainement question au cours des échanges entre le chef de l'État et le Saint-Père de la santé de l'Église catholique au Cameroun. Cameroun Tribune vous livre dans cette édition tous les enjeux de cette visite. Quant à moi, je vous dis au revoir et rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'informations. Voilà, merci à Corinne Kamse pour cette revue de la presse de cette semaine qui s'est achevée au Cameroun. Retour donc en plateau pour évoquer le premier sujet de cette émission du Club de la presse, à savoir donc les législatives et municipales du 30 septembre dernier avec le verdict qui est donc désormais connu, que ce soit pour les municipales que pour les législatives. On l'a dit à l'entame de cette émission. On note tout simplement une véritable razzia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a donc pris la part du lion dans cette élection, notamment pour ce qui est des communes. 305 au total sur les 360 que compte le Cameroun. Et au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Chambre basse, le RDPC est majoritaire avec 148 députés sur les 180 qui siègent donc dans cette Chambre basse, ce qui pourrait amener certaines personnes à penser que le RDPC règne véritablement en maître au Cameroun, même si on peut noter par ailleurs qu'il y a quelques formations politiques qui s'en tirent avec quelques
place. C'est le cas du SDF qui conforte donc sa position de leader de l'opposition avec l'UNDP, l'UDC, l'UFP qui entre aussi dans le grand jeu et contrôle une mairie, même si cette formation politique n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Le MRC pourtant n'a pas pu glaner une mairie, mais a plutôt une place au niveau de la Chambre blanche. Que peut-on dire aujourd'hui en termes de bilan final de cette élection, puisque ça va être probablement la dernière fois qu'on en parle sur ce plateau, étant donné que le processus est arrivé à son terme. Retour donc pour poser la question à nos panélistes. Je vais commencer par Georges Gilbert Baoula. Donc la formation politique avait donc concouru aussi à cette brillante victoire du RDPC pour lui demander, en ce moment où nous faisons le bilan, est-ce qu'on peut dire que c'est la satisfaction totale dans les rangs du RDPC, dont votre parti, le PR, est l'un des adjuvants? Notamment, je voulais simplement dire que c'est un nouveau visage dialectique politique au Cameroun aujourd'hui. Par définition, je ne veux plus qu'on parle de petites entreprises politiques, qu'on parle de partis politiques, parce qu'il faut avoir du respect pour les structures politiques. Maintenant, le RDPC à Volo est la mastodonte politique. Nous, dans le PR, nous sommes définis par rapport à cette politique. Aujourd'hui, il va falloir que, aux attentes, disons que du peuple, parce qu'il faut rebâtir la conscience morale dans les rangs politiques. Il faut savoir que nous sommes au service du peuple et on n'est pas là pour se servir. C'est pour cela que je m'avais dit que il y a cette explosion aujourd'hui. On trouve plusieurs partis politiques, même si c'est une voix, elle est une voix prépondérante et conséquente au niveau de l'Assemblée, ainsi qu'au municipal. Il faudra avoir du respect pour cela parce que en fait, c'est l'éligibilité. Et pour avoir une voix répondante parmi des milliers de Camerounais, il faut que, disons, que votre discours passe. Et je chute en disant simplement que c'est déjà un bravo pour tout le Cameroun parce que c'est le seul pays aujourd'hui à l'ère du XXIe siècle qui n'a pas brisé l'élan patriotique de paix pour préserver l'équité d'abord du territoire camerounais et les intérêts des citoyens. J'estime que c'est un jeu et c'est un jeu qui devra être responsable face à l'avenir de notre pays. Alors, Bertin Fungan, vous étiez également partie prenante. On l'a dit, votre formation politique, l'UFP, a pu avoir une mairie au niveau de la localité de Yabassi, dans le littoral. Alors, en termes de bilan, parlant de cette élection, qu'est-ce qu'on dit à l'UFP? Est-ce qu'on est satisfait de ce qui s'est passé? On est satisfait de son réseau également? En termes de bilan, nous, à l'Union pour la fraternité et la prospérité, notre sentiment est un sentiment de regret. Nous avons le regret parce qu'au cours de cette élection, la volonté des Camerounais ne s'est pas librement exprimée comme cela aurait dû l'être. Voyez-vous, nous avons assisté à une élection au cours de laquelle, une élection locale, une élection législative, une élection municipale à enjeu local, n'est-ce pas, des élections dans lesquelles il était demandé à des personnes qui envisagent de gérer les municipalités pendant 5 ans, de pouvoir présenter aux citoyens et aux citoyennes leurs projets, leurs perspectives, leurs propositions pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Malheureusement, le parti qui s'en sort aujourd'hui avec une majorité obèse est une formation politique qui a brillé plutôt par l'esquive des préoccupations concrètes des Camerounais. Nous avons assisté à un déferlement de l'usage abusif et excessif, n'est-ce pas, de l'image du chef de l'État qui n'était candidat nulle part. On a vu des ministres en situation juridique inconfortable, n'est-ce pas, pour ne pas dire des ministres éperviables, venir essayer de recycler, n'est-ce pas, venir essayer de s'abriter, de trouver une espèce de couverture politique auprès de la base. Et à partir de là, on se demande comment est-ce que le député qui est élu au forceps, n'est-ce pas, suite à l'appui du ministre, comment est-ce qu'il pourra maintenir l'indépendance nécessaire entre le Parlement et l'exécutif? Comment est-ce qu'il pourra exercer la mission parlementaire de contrôle de l'exécutif de manière indépendante, alors même que c'est le ministre qui est venu, entre guillemets, le faire élire? Et donc, au-delà de cet élément qui était particulièrement gênant, nous avons observé également, n'est-ce pas, la
pratique, n'est-ce pas, industrielle, de la corruption électorale. On a vu dans des localités, n'est-ce pas, des uns et des autres venir distribuer de l'argent aux populations. Cet argent qui aurait pu servir pour réaliser des programmes sociaux, pour réaliser des programmes, n'est-ce pas, des projets de santé, ces individus ont préféré garder cet argent pour venir une fois de plus faire un commerce sur la pauvreté, sur la misère des citoyens camerounais. Nous avons observé dans la localité de Yabassi, par exemple, où il y a quelque temps encore, un média présentait, n'est-ce pas, l'image apocalyptique de l'hôpital de Yabassi. Nous avons assisté, n'est-ce pas, à une volonté de quelques élus, non pas de résoudre ces problèmes de manière pertinente, mais de faire du commerce, une fois de plus, sur le dos des populations. Et nous pensons, en ce qui concerne l'UFP, que nous aurions pu être aujourd'hui élu à Doumé, être élu à Ngelmendouka, ou alors partager le conseil municipal à Yaoundé 6e. Malheureusement, la fraude industrielle qui a été observée a été de nature à nous empêcher. Mais nous pensons que les Camerounais et les Camerounaises qui de plus en plus prennent conscience de la nécessité de se réapproprier la démocratie, de la nécessité de se réapproprier les institutions, ne se laisseront pas faire. Et nous lançons un appel à l'UFP, nous à partir d'aujourd'hui, pour dire que 2018 se prépare maintenant. Alors, et nous avons besoin de l'engagement de tous, justement, et de chacun. Je vous coupe pas la parole, justement, parlant de cette élection, on parle de l'UFP et de sa victoire à Yabassi comme étant une victoire anecdotique. Vous profitez là un peu des problèmes que le RDPC a eu dans cette localité. Pourquoi vous n'avez pas fait valoir également cet art-là ailleurs, où vous avez pratiquement tout perdu? Est-ce que vous pensez que cette victoire du RDPC n'est pas méritée? Victoire de l'UFP ou victoire du RDPC? De l'UFP, vous parlez, je parle de Yabassi, où vous avez profité des mésententes dans les rangs du RDPC. Je vais vous répondre, monsieur Iya. Vous savez, malheureusement, il y a dans notre pays, n'est-ce pas, des gens qui parlent de démocratie sans être démocrates. On a de mauvais perdants qui s'efforcent de vouloir salir l'image de l'Union pour la fraternité et la prospérité. Aujourd'hui, on accuse l'UFP d'avoir gagné, entre guillemets, n'est-ce pas, suite aux mésententes au sein du RDPC. Mais tous les jours, le RDP se frotte des mains des divisions dans les partis politiques d'opposition. Combien de fois est-ce que ces ministres RDPC sont montés sur les plateaux pour décrier l'inorganisation et la division des partis politiques d'opposition? Et ils se sont toujours réjouis de cela et ont toujours tiré des bénéfices politiques de cela. Alors si pour une fois le processus inverse se réalise, il me semble que ça ne pose aucun problème nulle part. L'élection, en ce qui nous concerne, est une élection qui s'est déroulée totalement conformément à la réglementation en vigueur. Et je suis assez donc là-bas, il n'y a pas eu de... Je suis assez surpris de dire, je suis assez surpris d'entendre dire qu'à Yabassi, il y a eu des gens du RDPC qui auraient rejoint l'Union pour la fraternité et la prospérité. Puisque vous dites que vous n'aviez pas de base... Permettez-moi de clarifier qu'au Cameroun, l'appartenance à une formation politique est libre. Et la constitution camerounaise garantit la liberté d'appartenance à toute formation politique. Et la loi numéro 90, base 056, qui organise les partis politiques au Cameroun, dispose très clairement en son article 3 que nul ne peut être contraint à demeurer dans un parti politique. Eh bien, soit que quelques-uns aient appartenu au RDPC hier, à l'UPC avant-hier, ou à je ne sais quel autre parti, et que ces citoyens camerounais ont été déçus, humiliés et abusés dans ces formations politiques respectives, ont voulu opter pour une proposition alternative et pertinente, crédible, pour un projet enthousiasmant en rejoignant l'Union pour la fraternité et la prospérité, il me semble que cela participe au jeu démocratique. Et pour revenir à la question de la démocratie, je vous mets au défi de me produire un texte qui organise la démission dans les formations politiques. En la matière, il s'agit essentiellement du consensualisme, c'est-à-dire de la volonté libre de chaque citoyen de rester ou de partir dans un parti politique. Et aucun texte n'organise de manière formelle le départ ou la démission. Et donc, en la matière, ce qui importe, c'est la volonté de chacun. Et en remplissant toutes les pièces de procédure, en conscience toutes les pièces de procédure pour compétir à cette élection, il me semble que Jacques Maboulamboya, qui est le maire actuel, n'est-ce pas, de la mairie de Yabassi, qui est le maire de UFP de la mairie de Yabassi, et toute sa suite ont largement montré leur volonté d'appartenir dorénavant à l'Union pour la fraternité et la prospérité. Et aujourd'hui, ils sont élus pour apporter, n'est-ce pas, des solutions aux préoccupations concrètes
des populations. C'est de ça qu'il s'agit. On revient à vous dans la suite. Le temps pour nous de passer la parole à Aimé Cyprien Olinga sur la question. Vous êtes en politique. Alors, cette victoire du RDPC, elle est méritée ou pas? Pour nous, il n'y a pas de victoire. Hein. Il n'y a pas de victoire du RDPC. Comment désignez-vous le fait que le RDPC ait 148 députés, 305 communes, 305 maires sur les 360? Pour vous, ce n'est pas une victoire, c'est quoi? Il s'agit simplement d'une véritable escroquerie politique, une imposture. Voyez-vous, le Front démocratique et révolutionnaire a décidé, à travers ses instances dirigeantes, de ne pas participer à ce processus. Parce qu'au départ, nous avons pensé qu'il était de bon temps de dire et de rappeler à l'opinion nationale et internationale que les conditions d'une élection transparente, crédible, n'étaient pas réunies dans notre pays. Nous avons posé à travers les plateaux des débats un certain nombre de préoccupations essentielles et prioritaires pour que nous allions à une élection crédible et transparente. Et entre autres préoccupations, nous avions demandé le toilettage intégral et prioritaire du code électoral, si on peut appeler cela code, la loi numéro 2012/01 du 19 avril 2012 portant code électoral et qui a été modifié et complété par les dispositions de la loi numéro 2012/017, n'est-ce pas, du 21 décembre 2012. Nous avons dit que ce code, si nous pouvons l'appeler ainsi, était truffé d'un certain nombre d'incongruités qui étaient de nature à ne pas permettre l'expression libre et démocratique du peuple souverain. Nous avons demandé également, entre autres préoccupations, la biométrisation intégrale de tout le processus électoral, c'est-à-dire des inscriptions biométriques, le vote biométrique avec la possibilité d'avoir dans tous les bureaux de vote des kits d'identification biométrique et des terminaux biométriques pour garantir, n'est-ce pas, la publication des résultats fiables et crédibles. Des résultats qui pouvaient donc intervenir tout de suite 1 ou 2 heures de temps après la clôture du bureau de vote. Ça, c'était pour éviter justement les nombreux tripatouillages qu'on a toujours observés, à sa part la falsification industrielle des procès-verbaux. Et nous avons posé ces préoccupations. Nous avons demandé également l'instauration d'un bulletin unique. L'objectif était de ne plus permettre aux partis que d'en face de procéder à ce rachat, n'est-ce pas, des bulletins de vote des concurrents, qui, une fois encore, a été observé au cours de ces simulacres du 30 septembre, où justement on achetait effectivement les bulletins de vote du parti d'en face. On donnait 2000 francs. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop radical? Parce non, nous ne sommes pas radicaux. Cette élection a été observée par des instances internationales et nationales qui s'accordent à reconnaître quelques difficultés, quelques problèmes, mais que dans l'ensemble, c'est un processus qui aura quand même été bien conduit, aussi bien par Elections Cameroun qu'au niveau de l'observation même du code électoral. Est-ce que vous n'êtes pas esselé dans votre... Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que moi j'ai même un problème avec les organisations que vous appelez observateurs internationaux. La francophonie, le Commonwealth... Oui, j'ai un problème par rapport à ces institutions. J'ai l'impression que ce sont des institutions qui, ma foi, n'ont même pas de raison d'observer des élections. Pourquoi? Parce que, je le dis franchement, je me suis toujours posé la question de savoir si, lorsqu'il y a des élections en France, il y a les observateurs de la francophonie, et lorsqu'il y a des élections aux États-Unis, on a tous ces observateurs. Est-ce qu'ils ont toujours apporté les mêmes discours? Ils ont toujours porté les mêmes discours à l'égard de ces processus. J'estime que ces organisations, dont les membres se comportent très souvent comme des touristes, et qui viennent et qui dorment dans les hôtels à Yaoundé, à Douala, et qui après vous pondent un communiqué pour dire qu'il y a eu juste quelques petits problèmes, l'élection s'est bien passée, alors que les acteurs qui sont sur le terrain observent avec beaucoup de désenchantement la fraude industrielle qui est organisée. Moi, je dis donc à ces organisations que je respecte fort bien, mais je dis simplement que je ne comprends pas très bien leur utilité dans les processus électoraux en Afrique,
Et je dis que nous autres Africains, nous sommes cette génération de jeunes Africains qui estimons que nous sommes suffisamment intelligents, nous sommes aussi allés à l'école et qu'on doit nous respecter. On n'a pas le droit de venir justifier, n'est-ce pas, de venir légaliser des simulacres d'élections en Afrique sur le prétexte qu'on est organisation internationale. J'ai dit, c'est extrêmement scandaleux. Vous ne m'avez pas laissé terminer mon premier propos déjà. Pour dire que, entre autres récriminations, nous avons demandé également la simplification des procédures de dépôt de candidature. C'était effectivement pour éviter ce qu'on a observé pendant ce processus, lorsque les dossiers de candidature étaient en train d'être confectionnés. On a observé des sous-préfets qui ont totalement déserté les bureaux, qui se sont rendus à l'hôpital alors qu'ils n'étaient pas malades, qui sont allés dans les meetings à travers le pays et les partis politiques de l'opposition les fouillaient désespérément pour qu'ils puissent signer les pièces que la loi leur donne la possibilité de signer pour les candidats. Nous avons demandé donc la simplification. Moi, je pense que je pense que ce plateau peut permettre à ceux qui nous écoutent et qui confectionnent les lois de faire en sorte que prochainement, les camps puissent se concevoir, par exemple, une fiche unique, n'est-ce pas, qui comme dans les dossiers de candidature aux différents examens de nos enfants, où vous avez la possibilité d'avoir une fiche unique, avec la possibilité, n'est-ce pas, qu'on ait toutes les signatures sur cette fiche. Parce que lorsque vous avez une pléiade de pièces, environ 12 ou 13, et que vous allez ici aux finances, vous ne trouvez personne, vous allez à la sous-préfecture, vous ne trouvez personne, ça fait un problème. Nous avons observé le jour du scrutin que l'encre était tout, sauf indélébile. Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il y avait le vote des mineurs. Il y avait même la dissimulation des cartes. Moi-même, j'en ai été victime. Où je me suis présenté dans un bureau de vote où mon nom était régulièrement inscrit, mais où ma carte ne s'y trouvait pas. Okay. J'ai été obligé de le récupérer dans un autre bureau de vote où mon nom n'était nullement inscrit. Et vous voyez que toute cette farce, parce qu'en réalité, il s'agit de ça. Il s'agit d'une farce que certains amis des organisations internationales veulent valider ou ont validé, nous prenons acte, mais nous disons que dans l'avenir, il faut qu'on nous évite ce genre de mascarade. Ok, on vous a compris, cette élection pour vous n'aura été qu'un simulacre d'élection et que tout ce qui en découle ne tient pas lieu de respect pour ce qui est de la démocratie au Cameroun. Alors, M. Banla voudrait réagir. Ensuite, on va poser la question à M. Gouyan qui pourra également nous dire quelque chose. Vous avez suivi cette élection dont vous pouvez vous targuer aujourd'hui d'avoir participé à la brillante victoire du RDPC, n'est traité finalement que d'une fausse élection, avec tous les problèmes qui viennent d'être soulevés. Vous savez, il y a un problème de préparation morale pour participer aux événements politiques. Et au Cameroun, les entreprises politiques ne sont pas préparées. Et il faut le prendre avec beaucoup d'audace parce que en fait, c'est des entreprises de convoitise citoyenne. C'est pour cela que je peux à un moment me désolidariser pour ceux qui peuvent utiliser le RDPC comme une lunette casse-leur-lière. Disons que là où on trouve des prédateurs, c'est pas normal. C'est pas à bon terme ou à bonne affiche qu'on retrouve un certain nombre de hautes personnalités dans la prison ou dans nos prisons. Maintenant, en ce qui concerne les autres partis politiques qui ont une vue participative pour les activités politiques sur le plan national, j'ai l'impression qu'il y a une précipitation. Est-ce qu'il y a un acquis déjà au niveau de la citoyenneté, au niveau du plébiscite, au niveau du militantisme, de ce qu'on doit se poser comme question? La critique ne peut être qu'entamée si nous avons identifié celui qui va voter. Qui vote pour le Cameroun? Parce que tous les Camerounais vont voter, ou 90% vont voter sur le plan ethnique. Il y a un repli identitaire, je l'avais dit ici. Et ça se voit. C'est pas normal qu'on retrouve le l'UDC par exemple, implanté sur le décor vestimentaire politique dans le Noun. Je refuse un vote dans le Sud, qui est mon natal, de 100%, c'est même une grosse honte. Ça ne se fait pas en démocratie. Même au temps de ce qu'on appelle oui, non, autant même des grands dictateurs dans le monde,
Je n'ai jamais vu là au Canada, il y a 46 000 personnes qui votent. Et les gens, comme ça, prospèrent. Et les CAM aussi, qui étaient un instrument de mesure, acceptent. Vous comprenez à peu près? Il y a un problème de part de responsabilité. Ça veut dire qu'il y a quand même des problèmes. Bon, il y a des problèmes. Maintenant, il faut que les partis politiques qui veulent bien que le pays se développe fassent ce qu'on appelle un forum de conscience, un forum de cohabitation. Le tout, ce n'est pas d'avoir 10 000 partis, mais c'est d'avoir des partis qui peuvent créer des fusions pendant des périodes événementielles. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on trouve 255 partis ou bien 300 partis politiques. Chacun va qu'à ses occupations, chacun veut être député, et ce n'est que ça. Moi je n'ai jamais vu un pays comme celui-là. Donc il y a un problème d'identité. Il faut identifier le moral citoyen face aux urnes. Maintenant, le collège que j'appelle des intellectuels qui a foutu le camp, et aujourd'hui, je prends le cas de Yabassi, qui a une démission d'un certain nombre des élites du RDPC. Je ne veux pas les nommer ici, on les connaît très bien. Qui démissionne du fait que apparemment le gouvernement en place, qui est le gouvernement du renouveau, ne s'occupe pas du quotidien, parce qu'il y a un certain nombre de formations. Vous comprenez à peu près? Ça fait que il y a une réimplantation, pas de la manifestation, disons que de l'opposition, mais plutôt des personnes qui cherchent le repère. Donc il y a un problème très très sérieux, et je dis, le temps qu'il y a le repli identitaire, tant qu'il y a des soubresauts qui n'ont que des intérêts égoïstes, nous ne pouvons pas avancer. Je crois que la meilleure démocratie, c'est la presse au Cameroun. C'est la presse qui a une famille et qui fait aujourd'hui, disons que le goulot d'étranglement face à cette mauvaise, disons que entreprise des partis politiques. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans la presse a une bonne cohabitation, mais a moins de moyens. Vous comprenez à peu près. En un même temps, à un moment, ils disent non, nous ne sommes pas d'accord, les changements sont là, on les voit, il est visible et on continue. Mais les entreprises, chacun veut vaquer à ses occupations, chacun veut être maire. Même à l'intérieur des partis politiques, même ceux de l'opposition ne sont pas d'accord. En ce moment où on parle en studio, il y a plus de 300 communes, si je ne me trompe pas, il y a encore des bureaux, des mairies qui ne sont pas encore installés. Du fait des grillagements dedans, moi je vais être maire, l'autre va être ici, l'autre va être cela. Et je chute en simplement, j'ai suivi tout à l'heure l'UFP, pardon, intervenir sur le plan de la prédation. Je suis d'accord qu'un certain nombre de Camerounais imbus de l'avenir de notre pays, qui estiment que se cacher dans un parti politique, c'est pas seulement le RDPC, peuvent à un moment utiliser, faire utile, disons que le ressort de l'État. Mais je dis, il y a un problème. C'est vous qui voulez qu'il soit comme ça. Je mets quiconque en défi. Qui, parmi ces gens, on peut appeler aujourd'hui Monsieur Biya au retour là, il appelle, lui dit, Monsieur UFP, venez être ministre, il ne va pas accepter. Je mets quiconque en défi, chacun ira vite, parce que là-bas, on va porter une cravate, on va se mettre dans un beau costume, on va oublier le peuple dont on a plaidé la cause. Voilà. Ok, voilà, vous voulez juste dire quelque chose, parce qu'on va passer la parole à Monsieur non, très rapidement. Hugo Yang. Très rapidement, avec toute la considération et l'amitié que l'UFP a pour la personne de monsieur Baoula, je voudrais préciser que les questions de vote ethnique ne s'appliquent pas à l'UFP. L'Union pour la fraternité et la prospérité est un parti qui se veut, n'est-ce pas, avoir une envergure nationale. Nous sommes certes jeunes sur la scène, mais nous travaillons pour véritablement avoir une envergure nationale. Je précise, à l'occasion, que le docteur Olivier Billet est originaire de l'Est et que notre mairie, n'est-ce pas, nous l'avons obtenu dans le littoral. Dans le littoral. Alors, les discours qui ont été tenus en ce qui concerne l'UDC et d'autres formations politiques, peut-être le RDPC aussi, ou d'autres formations politiques, ne s'appliquent pas à l'UFP. Et au-delà de cet élément, véritablement, il me semble qu'il est important pour nous, en tant qu'acteurs politiques, de s'accorder sur le fait que, à la réalité, tout ce qui a été observé jusqu'à présent est totalement une régression par rapport, n'est-ce pas, au processus démocratique qui a été engagé et qui, à un moment donné, a assuré de l'espoir aux populations camerounaises. Et donc, sur la question de la fusion des formations politiques, nous, à l'UFP, sommes totalement dans cette longueur d'onde. Et je ne vais pas dévoiler sur les plateaux avec qui est-ce que nous sommes en train de travailler et comment nous avons travaillé jusqu'à présent. La stratégie se veut aussi avoir un élément de discrétion. À partir du moment où vous mettez sur la place publique tout ce que vous avez fait, tout ce que vous entendez faire, véritablement, vous avez déjà perdu la guerre. Donc, nous disons aux Camerounais que les choses merveilleuses sont en train de se préparer pour 2018 et que ça commence maintenant. Ok. Alors, Mr.
you go young. What can you tell us about this processes of elections in Cameroon? Did you follow the legislative and municipal elections in Cameroon? Okay. So what? Okay, so I mean, I have been to Cameroon for about 8 months, for more than 8 months here. 8 months. So acting as the director of Confucius Institute at the University of Yaoundé too. So since I came here, so I have been kept myself informed of what is happening in Cameroon, including the greatest, one of the most important event of political election held in the end of last month, so September 30th. So to me, I think it's one of the greatest, one of the most important events in the life of Cameroonian, right? In Cameroon. So to me, I don't have exact so how this election so was going. But anyway, I think the election, the legislative election, so should fit the reality of its country. That's the most important thing. And so the result of the election can reflect the public opinion of the Cameroonian people, right? So and bring about welfare to the public and stability of society and all the other things to maintain the development of society. So that's, I think, the most important things. It doesn't matter who will be elected or whatever things, but I think Cameroon has found its own suitable ways, right? So to guide its people, to guide the Cameroon, the whole country, on the right track to the development to a bright future. But in China, I think we have our own election system, or they say lawmaker, or you say legislative election system. So that suits or fits the reality of Chinese, situation. So as far as I know, so like at the level of township and the county level, so we, we follow the direct election. But above level, like the municipal and provincial or even national level, so all the deputies or representative of the Congress will be elected from the lower level of from the lower level of the country, or like the township level or on the county level, right? So I think, even though I'm not, it's not my cup of tea to talk about politics, but I think this is what I have known about, election and about politics. Donc on va lire très rapidement quelques messages que nous recevons sur le sujet. L'opposition au Cameroun passe le temps à critiquer et à faire la campagne du RDPC. Elle décourage ainsi la majorité des Camerounais. C'est Martin depuis Douala qui pense cela. À Okola, les membres du gouvernement et grands directeurs sont conseillers municipaux. Le chef de l'État devrait les sortir du gouvernement pour qu'ils partent mieux servir dans le conseil municipal et de ne pas cumuler et venir écraser le vrai militant de la base et l'utilisant les moyens de l'État. C'est donc un message qui malheureusement n'est pas signé. Bonjour, ma question est de savoir que deviendraient les CAM après les élections. Il faut déjà dire que les CAM, c'est une institution qui a été créée pour organiser le processus électoral et référendaire au Cameroun. Donc le travail ne peut pas s'arrêter à une seule élection. Et le CAM va donc continuer d'exister. La question est posée au président du PR. Je crois que j'ai répondu à sa place, puisqu'on a déjà eu à répondre à cette question sur ce plateau. C'est Mohamedou depuis Ebolova qui pose donc cette question. Bonjour, qui est le député du MRC de la prochaine législature? Merci. On n'a peut-être pas le nom exact, mais on sait que le MRC s'en tire avec un député. Peut-être que les responsables du MRC qui sont en train de nous regarder pourront, d'ici la fin de cette émission, nous envoyer le nom de ce député élu du MRC. On nous dit déjà que c'est dans le littoral que le MRC a pu avoir donc cette place de député à l'Assemblée nationale. Salut à tous. Pour moi, accepter que les élections ont été libres et transparentes, c'est un peu se moquer de l'ignorance du pauvre citoyen camerounais, dans la mesure où aucun changement objectif et positif n'impactera pas la vie au quotidien, quand toujours ce sont les mêmes qui reviennent, et encore
les uns et les autres se jetteront la faute, le manque de prise en compte des vrais problèmes de la masse, dont pour moi le résultat de cette élection ne reflète pas le choix de la masse populaire, car les jeunes ont été mis à l'écart et comme hier, aujourd'hui et demain encore, on subira ces Ghislains depuis Douala qui envoie donc ce message. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce qui est donc de cette première partie de l'émission, en signifiant quand même qu'on note une augmentation du nombre de femmes pour ce qui est de l'Assemblée nationale. On est passé d'une vingtaine à plus de 50 femmes. On parle de 56 qui vont désormais siéger au niveau de la chambre basse de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et cela est donc à mettre une dernière toute petite question. On répond en un mot. Est-ce qu'on peut attendre un changement de ces exécutifs communaux qui ont été élus et de ces députés? Est-ce que quelque chose peut changer dans le sens amélioratif? Alors, on va commencer par vous, Olinga. Juste un mot, parce qu'on doit passer à autre chose. Moi, je pense que rien ne va changer. Hein. Il n'y aura rien sur le soleil. D'accord. Alors, au niveau de votre parti, vous pensez que maintenant que vous avez la commune de Yabassi, on peut s'attendre à ce que ça démarre? Le mot d'ordre pendant la campagne, c'était Yabassi debout. Les Yabassiens sont dorénavant debout. Aujourd'hui, nous avons Yabassiens au travail et les Yabassiens sont en train de se mettre au travail. Rendez-vous dans 5 ans. D'accord, on vous attend. Dans 5 ans. Les résultats, les fruits d'une autre gouvernance. Voilà, vous serez jugé au pied du mur. Monsieur Banla, j'interpelle ici tous les députés. Il y a quand même des remues au niveau des municipales. On a signalé des cas de marche des populations au niveau de Mengueme, où on indique que le préfet est allé imposer un maire qui n'était pas choisi par le parti. Ce ne sont pas seulement les maires qui ont été éposés. Il y a aussi les députés qui ont été éposés, parce que ce n'est pas normal que quelqu'un soit sous main de justice et qu'il soit rétabli. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est comme si on veut utiliser le sceau de l'État, une couverture officielle, pour dire, bon, il n'a pas à répondre. Je voulais simplement leur dire qu'ils fassent confiance au Parti républicain, parce que nous avons une mission prédominale sur la citoyenneté, de ce que la protection de la fortune est un devoir, disons, angulier pour nous. Toute personne qui entamera la richesse ou la fortune publique, ou entamera les droits citoyens, aura une bonne expertise en face du PS. C'est-à-dire, nous allons chaque mois, chaque semaine, sortir tous les noms des plaidateurs, les motifs, les mobiles. C'est notre travail aussi. Parce que vous allez dénoncer. Nous allons dénoncer avec la ferveur. Donc, pour ceux qui sont là, je chute. Pour ceux, pour leur dire seulement que le travail a commencé pour nous. Et nous sommes là aux aguets pour tout le peuple, que ce soit les sénateurs, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les députés. Nous allons les dénoncer. Chaque semaine, on va faire un bulletin d'information. Que chaque citoyen va lire, comme ça, nous verrons quand M. Biya, qui est le président de la République, va dire « Je coopère avec des prédateurs ». Voilà, merci. Donc, on sort de ce premier thème qui touche aux législatives. Vous parlez à présent de la visite du président de la République à Rome. Le chef de l'État a donc été reçu hier par le pape François. Pendant que l'Église catholique au Cameroun est presque en crise, on peut citer quelques faits qui nous permettent de le penser. On a l'archevêque métropolitain de Yaoundé qui a démissionné il y a de cela quelques mois. On a également un autre évêque de l'Ouest, qui a donc rendu sa démission au moment où on parle des églises réveillées qui reprennent du poil de la bête avec beaucoup de problèmes dans la société. Et le chef de l'État qui choisit donc d'aller rencontrer le pape, peut-être pour évoquer tous ces sujets. Une visite comme celle-là, qu'est-ce qu'elle peut rapporter au Cameroun? C'est la question que je veux poser à nos panélistes en vous rappelant qu'il nous reste très peu de temps dans le cadre de cette émission, une dizaine de minutes. Alors on va être très bref. Le président de la République au Vatican, chez le pape. On sait que le Cameroun est une terre qui a déjà accueilli le pape plus d'une fois. Alors maintenant, le chef de l'État qui s'en va voir le pape, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça nous rapporte quelque chose? Évidemment, c'est une visite au sommet comme celle-là doit nécessairement apporter quelque chose. Mais d'abord, je voudrais dire, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, l'Église catholique est en crise. Je ne pense pas que l'Église catholique soit en crise.
dans toutes les organisations, dans toutes les organisations, il peut arriver qu'à un moment donné, il y ait des situations de ce genre. Mais on ne peut pas conclure tout de suite que la démission du pape Benoît, la renonciation de Monseigneur Victor et puis de Monseigneur Simo constituent en ces événements-là seulement, n'est-ce pas, le fait que l'Église soit en crise. Mais je voudrais dire... Je vous le concède. Mais je voudrais dire tout de même quand même que c'est justement, à mon avis et à mon sens, l'objectif, si vous voulez, le rôle de la visite qu'effectue en ce moment le président de la République au Vatican. Et justement, c'est pour essayer de régler tous ces problèmes-là, notamment, à mon avis, la nomination d'un nouvel archevêque métropolitain dans notre capitale. Et il vous souvient également que Monseigneur le cardinal Christian Toumi est déjà retraité. Il y a un poste également de cardinal. On a toujours tendance à l'oublier. Il y a un poste de cardinal qui nécessairement doit revenir au Cameroun, qui aujourd'hui attend aussi, n'est-ce pas, que le Saint-Père Rome puisse désigner un représentant. Et entre autres, j'observe également, selon certaines informations que j'ai pu obtenir de certaines sources bien introduites, bien entendu, que le président de la République abordera également des sujets, des dossiers assez complexes concernant l'opération Épervier avec le Saint-Père. Parce que nous avons eu des informations qui nous font état du fait que il y a dans la prédation généralisée d'un certain nombre d'élites au Cameroun, ils ont utilisé, n'est-ce pas, pour nous appauvrir certains réseaux très proches de l'Église catholique. Et que cet argent-là se trouve dans des paradis fiscaux. Je ne voudrais pas aller très loin, mais en réalité, il s'agit de ces dossiers-là. Effectivement, le président de la République essaiera de voir clair, je pense. Donc, avec le Saint-Père. C'est une visite, à mon avis, qui sera porteuse. J'ai la certitude qu'elle sera porteuse pour notre pays. Alors, Monsieur Fongan, je crois que le chef de l'État se rend au Vatican pour rencontrer le pape et une visite c'est une visite qui peut être perçue à un double angle. D'abord une visite d'État à État, mais surtout le pape aussi est une autorité spirituelle, une autorité morale et religieuse. Ça fait tout d'abord de la dimension d'État, certainement que des questions comme celles qui ont été évoquées tout à l'heure, relativement à l'atteinte de la fortune publique, pourraient être évoquées, même si, en ce qui nous concerne, nous tenons à déplorer, à fustiger cette trop grande proximité, n'est-ce pas, entre les institutions religieuses et les milieux mafieux financiers qui pour nous ne sont pas de nature à renforcer le sentiment de confiance à l'égard, n'est-ce pas, de cette institution et de tout ce qui peut y être fait. Mais ensuite, nous demandons si véritablement la visite du chef d'État n'a pas également une autre dimension plus ou moins spirituelle. Vous savez que le pape, c'est quand même le père de l'Église catholique et nous souhaitons à l'UFP que le chef d'État ait tout au moins se confesser au Vatican, n'est-ce pas, de nombreuses humiliations et de nombreuses, de tous les actes d'opprobre, de tout le mépris et toutes les humiliations dont les Camerounais ont pu être victimes jusqu'à aujourd'hui et notamment au cours de ce processus électoral. Alors nous souhaitons bonne confession au chef de l'État. Nous espérons qu'il reviendra véritablement avec une dynamique nouvelle. Nous espérons qu'il sera absous de tous les actes qu'il a posés au détriment du peuple camerounais et que pour le reste de son mandat qui est en cours, qui est nécessairement étant confessé, n'est-ce pas, et étant purifié d'une quantité de ses péchés, que les Camerounais pourraient obtenir mieux de lui qu'ils n'ont obtenu jusqu'à présent. Alors une question, on vous pose la question. Il paraît que pendant l'installation de votre maire à Yabassi, vous avez arboré des tenues avec l'effigie du président de la République, Paul Biya, et c'est donc un message qui vient de Douala. François demande que est-ce que c'est pas une manière de prouver là que l'UFP est un démembrement du RDPC? C'est un message, c'est vrai que... Merci de me donner l'occasion d'apporter des clarifications qui s'imposent très rapidement aux Camerounais. Je vous fais observer qu'à Yabassi, il y a eu, n'est-ce pas, la tenue de Paul Biya, pas la tenue du RDPC, le tissu de Paul Biya, et avec sur le tissu de Paul Biya, les écharpes de l'UFP. Je renvoie, n'est-ce pas, la balle aux spécialistes de la sémiotique
la sémiologie politique pour interpréter ce que ça voudrait dire. Je voudrais très rapidement indiquer qu'après notre victoire à Yabassi, certaines autorités en panne de compétences et de valeurs politiques locales ont couru raconter auprès des institutions sécuritaires que l'UFP serait une appendice d'organisations étrangères dont la mission serait de déstabiliser le chef de l'État. Et à partir de là, la plupart de nos relais, de nos soutiens locaux ont pris peur. Donc on vous a soutenu parce que vous aviez cette mission-ci. Nous avons accepté, et c'est ça le compromis politique, nous avons accepté une telle image pour apaiser les tensions et redynamiser les populations dans leur globalité vers ce qui nous semble être l'objectif central, l'objectif essentiel, qui est de travailler pour le bien de la population. Et nous avons besoin de tout le monde pour le faire. Voilà, donc le député MRC s'appelle Swop Lazare. Donc c'est déjà la réponse qu'on peut donner à celui qui a envoyé ce message. Il nous reste moins de 5 minutes, M. Bangola, cette visite, en quelques mots, parce qu'on va s'entretenir avec M. Yoga avant de partir. De Paul Biya au Vatican regorge de ce que la Highland Corporation Bank, dirigée par Atangan Djeke dans la mission officielle, est un paradis fiscal qui a été introduit par un certain nombre de pontes de régime et qui sont même à la présidence de la République. Ils ont fait un transfuge à travers le Vatican. Au lieu dit, derrière l'église cathédrale ici, il y a une banque, pour ceux qui ne savent pas, une banque du Vatican, là où les prêtres peuvent mettre un certain nombre de choses. Et quand vous y allez, vous trouvez M. Atangandi tous les 6 heures du matin là-bas. Il était très proche de Tony Bakot, qui était voyou, excusez-moi, entre guillemets, et un prédateur financier, très avéré. Et le chef de l'État a un certain nombre d'informations que ça a créé ce qu'on appelle une fusion des capitaux, une évasion des capitaux, pardon. Et entre autres, il y a la démission de monsieur, comment vous l'appelez, monsieur Bakot lui a été imposée du fait que son disque était déjà rayé. C'est un prédateur financier qui a aidé un certain nombre de personnes, telles les Metouks, qui sont en prison aujourd'hui, qui ont de l'argent du côté du Vatican. Je le dis, je l'assume, je sais de quoi je parle. Et ça fait aujourd'hui qu'on ne comprend plus la mission originelle de l'Église. Et on ne sait pas pourquoi la mission se mêle maintenant dans les capitaux. Vous comprenez à peu près. La preuve en est que au niveau du vicaire, je vous l'ai dit, du vicaire ici, au niveau de Yaoundé, vous savez, ils aiment beaucoup plus l'argent que la Bible et les robes ou bien les soutanes. D'ailleurs, d'autres se sont même autorisés aujourd'hui d'investir fortune dans ce qu'on appelle le domaine commercial avec beaucoup de plébiscites. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on s'est retourné vers l'église pour savoir monsieur Tonien Bakot, monseigneur Tonien Bakot, entre guillemets, parce que je voulais enlever monseigneur et laisser monsieur, parce que c'est un peu salissant pour l'église, pour dire simplement que monsieur Tonien Bakot a ouvert déjà sa bouche, et voilà, il va falloir qu'on lève l'immunité ecclésiastique pour qu'on poursuive monsieur Tonien Bakot. Okay. Parce qu'il a entamé la richesse, non, je le dis, et c'est sérieux. Donc, parce qu'il ne faut pas que je chute, simplement, je le temps dans d'autres tribunes de le dire ici, pour dire simplement que c'est un voyage pour renouer avec la grande spiritualité, pour renouer avec le monde spirituel. La preuve en est que quelques Camerounais sont allés, avant que le chef d'État ne soit là, au dire d'un certain nombre de négociations faites par certains prédateurs encore de la présidence, pour dire qu'ils pouvaient aller saluer le Saint-Père. Il y a beaucoup de choses. Et d'autres bénéficient même de quelques visas inopportuns pour faire la clandestinité que nous, disons, décrions tout le temps. Il y a beaucoup de choses. Je préfère m'arrêter à cela pour dire le chef d'État, sûrement, va s'entendre avec le Vatican pour qu'on nous ramène notre Grisby, parce qu'on en a besoin. Moi, j'en ai besoin. D'accord. Si d'autres n'en ont pas besoin. Alors, Mr. Hugo, tell us the program of the Institute of Confucius in Cameroon for the next academic year. What is the situation there? Okay, so thank you for giving me the floor to say something about the Confucius Institute. Just like we just have discussed, I think that both countries has great potential for cooperation in a lot of fields, both particularly like trade, economy, and education and culture. But now the Confucius Institute focuses on the cooperation between Cameroon and China in education and culture. So in the next few years, we are going to develop, we are going to offer more
teaching services to the Cameroonians. So far, in the next year to come, I think, so we are going to establish partnerships with the educational institutions in Cameroon. Like now, so far we have about 14 partner institutions and more than 4,000 students are learning Chinese in whole Cameroon. So in the next step, we are going to offer Chinese courses to a lot more educational institutions, from university, secondary schools to primary schools, or even kindergartens. What are the conditions to be? What if you want to learn Chinese? I think you are all welcome to the Confucius Institute at the University of Yaoundé to Enlique. Okay, for everybody. No special requirements on the enrollment, but we are also welcome all the Cameroonian educational institutions to establish cooperation and partnership with Confucius Institute. So in Enlique, Gafabili. So only if they are interested, we can provide our teaching services to them. And we have just the minimum, basic requirements for that, but no special requirements for cooperation. So we provide a lot of programs like summer camp programs, scholarship programs, and the Chinese Bridge competition programs to all the Chinese learners here in Cameroon. So they have the chances to broaden their vision, to change their life or to change their future. Like we say, learn Chinese, double your world. Thank you, Mr. Yu Goyang. Vous êtes donc directeur de l'Institut Confucius de l'Université de Yaoundé. Allez apprendre le mandarin, le chinois si vous voulez. C'est possible au Cameroun et c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui sont donc intéressés. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les quatre, autant que vous êtes. Georges-Gilbert Baonla, Monsieur Yu Goyang de l'Institut Confucius, Monsieur Fongang de l'UFP et Monsieur Olinga, qui est également leader politique du FDR. On n'oublie pas toute la régie centrale autour de Denis Amougou, Bertin Sautené, qui est donc notre stagiaire, Marie-Pascaline Ngonkam, Raïssa Amba, on n'oublie personne, Paul Ngoumou, et bien sûr toute la grande équipe qui se retrouve du côté de la régie centrale. Cette émission est pratiquement terminée pour l'instant. Elle est en rediffusion tous les dimanches à partir de 11h30. Ne ratez pas le rendez-vous. Quant à nous, ça sera avec le même plaisir qu'on va vous retrouver samedi prochain, même heure, sur Afrique Média, si Dieu le veut bien. D'ici là, portez-vous bien, bonne fin de week-end et bon début de semaine à tous. Au revoir et à très bientôt sur les antennes.